N'ayez crainte, braves gens du Minnesota, le jour du jugement et de la rétribution approche. Donald Trump a publié ceci sur Truth Social le 13 janvier 2026. Quelques jours plus tard, un agent de la patrouille frontalière masqué a tiré et tué Alex Praty, une infirmière en soins intensifs. Une semaine plus tôt, Renée Nicole Good, une mère de 3 enfants âgés de 37 ans, a été tuée. Toutes deux étaient des Américaines blanches, toutes deux sans procès, toutes deux abattues par des agents fédéraux dans les rues de Minneapolis. En réponse, le gouverneur démocrate Tim Walz a déployé la garde nationale pour protéger les citoyens contre leurs propres forces de l'ordre fédéral. Trump, à son tour, a menacé le gouverneur de qualifier cela d'insurrection et d'invoquer l'Insurrection Act, une loi datant de 1807. Bien que cela ressemble à un scénario de film, ce n'est pas de la fiction. C'est l'Amérique en janvier 2026. Ce qui avait commencé comme la réalisation d'une promesse de campagne visant à sécuriser la frontière s'est rapidement transformé en la plus grande crise intérieure du second mandat du président. Les opérations fédérales d'application de la loi, les expulsions massives, des centaines de milliers d'arrestations et la mort de citoyens américains lors de confrontations avec des agents fédéraux ont déclenché un conflit sans précédent entre le pouvoir exécutif, les tribunaux et les autorités des États. L'Amérique se bat contre elle-même et le combat devient de plus en plus brutal. Cette situation pourrait-elle dégénérer jusqu'à une guerre civile ? L'une des promesses centrales de la campagne de Donald Trump était de lutter contre l'immigration illégale. Il a commencé à la mettre en œuvre avec toute sa détermination dès les premières heures de son second mandat. La militarisation de la frontière s'est accompagnée de pressions tarifaires et diplomatiques sur le Mexique et le Canada. Ces actions ont rapidement réduit les passages illégaux, permettant de passer à la phase 2, à savoir les expulsions massives des personnes résidant aux États-Unis sans autorisation. L'exécution de cette tâche a été confiée aux agents de l'ICE, Immigration et Contrôle des Douanes, ainsi qu'au DHS, le département de la sécurité intérieure, principalement la patrouille des frontières. Dès le début, les agents ont utilisé des procédures administratives simplifiées, procédant à des arrestations et à des expulsions de manière accélérée, souvent sans mandat ni ordonnance du tribunal. L'accent était d'abord mis sur les personnes au casier judiciaire, un groupe que Trump citait souvent dans sa rhétorique, sur l'immigration. Des groupes d'immigrés illégaux étaient accusés de l'augmentation des crimes graves, comme les meurtres et le trafic de drogue. La rapidité et l'ampleur des opérations fédérales ont entraîné une forte hausse des arrestations et expulsions. Cela a eu un effet secondaire souhaité. Cela a découragé les gens de traverser illégalement et a poussé environ 2 millions d'immigrés sans papier à quitter le pays volontairement par crainte d'être arrêtés. Il est important de noter que l'ICE était une petite agence, comptant environ 10 000 employés, chargée de l'objectif ambitieux de déporter 1 million de détenus en seulement un an. Ils ont finalement déporté plus de 600 000 personnes. Cette surestimation de la capacité administrative a eu de graves conséquences. Encore en juin, 56% des Américains soutenaient la politique fédérale. Puis la situation s'est dégradée. Pour atteindre les quotas d'expulsion, 12 000 nouveaux agents ont été recrutés, soit une augmentation de 120% en un an en raison des contraintes de temps. Leur formation était minimale et la sélection des candidats très superficielle. Parmi les recrutés figuraient des membres de milices d'extrême droite comme les Proud Boys. De plus, le champ des arrestations s'est considérablement élargi pour inclure les immigrés sans casier judiciaire, les arrestations ayant augmenté de 2500% d'une année sur l'autre. Des personnes vivant depuis longtemps dans le pays, des demandeurs d'asile, des situations mixtes, des couples mariés, etc. Les directives interdisant les opérations dans les écoles, les hôpitaux et les tribunaux ont été annulées, et les agents ignoraient de plus en plus les procédures et les contraintes légales, manquant surtout d'autorité sur les citoyens américains. Ils ne pouvaient légalement vérifier les pièces d'identité ou procéder à des arrestations qu'en cas de soupçon raisonnable. Ces circonstances, combinées à la pression fédérale pour atteindre les quotas, ont déclenché les premières situations de crise à la mi-2025,
B. L'attention s'est portée sur la Californie ensoleillée, où des semaines d'émeutes de rue ont éclaté. C'était la réponse à des rafles massives qui arrêtaient des centaines de personnes à la fois. La brutalité et le chaos de ces opérations ont intensifié les tensions, se heurtant aux dynamiques locales, à une large diaspora latino et à un conflit avec la direction démocrate de l'État. Des opérations efficaces de l'ICE nécessitent l'aide de la police ou d'autres agences ayant autorité sur la coopération des citoyens américains. Cette aide n'était pas toujours au rendez-vous. La perception du public s'est encore aggravée parce que les agents de l'ICE portaient des masques, n'affichaient aucune identification visible et conduisaient des véhicules banalisés. Les violations de la loi se sont multipliées, entrées sans mandat dans des résidences, détentions injustifiées de citoyens ou de détenteurs de cartes vertes sur la base de profils raciaux. Il y a eu des cas documentés de détenus battus et retenus pendant des jours, voire des semaines, avant que leur identité ne soit confirmée. La couverture médiatique a mis en lumière le sort des immigrés âgés expulsés après 30 ou 40 ans passés dans le pays, et des enfants séparés de leur famille. Les décès sporadiques de détenus dans les centres de rétention, dus à des causes médicales aggravées par le manque de soins, ont jeté de l'huile sur le feu. Finalement, Donald Trump a fédéralisé la Garde nationale de Californie. Pour rappel, la Garde nationale répond normalement au gouverneur des États, et sa saisie par le gouvernement fédéral viole l'autonomie des États selon le 10e amendement. Trump a déployé la Garde nationale de Californie dans les rues de Los Angeles pour protéger les bâtiments gouvernementaux, principalement les bureaux et centres de détention de l'ICE, et pour assister les agents de l'ICE lors des opérations. Plus de 4000 soldats de la Garde nationale sont arrivés, rejoints par 700 Marines. Cette décision a été prise malgré les objections du gouverneur Gavin Newsom et en violation de la loi, en particulier du Posse Comitatus Act, qui interdit d'utiliser les forces militaires pour faire appliquer la loi civile sans l'approbation du Congrès. Les tribunaux fédéraux ont confirmé cette évaluation en septembre et en décembre 2025. Néanmoins, la présence de la garde a modéré le comportement à la fois des manifestants et des agents de l'ICE eux-mêmes avant que les tribunaux ne puissent contester ces actions. Donald Trump a fédéralisé et déployé des unités de la garde dans d'autres villes, y compris Washington, D.C., où elle devait rétablir l'ordre en assistant la police locale. Le statut unique du district a donné au président une certaine latitude ici à Chicago, la Nouvelle-Orléans et Portland. Les tribunaux ont bloqué l'activation de la garde. Donald Trump n'a pas caché sa colère. Le dernier jour de l'année, il a annoncé le retrait des troupes, mais a averti que si la criminalité augmentait, les soldats reviendraient en bien plus grand nombre. Dans son récit, l'utilisation impopulaire et illégale des forces militaires pour aider l'ICE a été présentée comme nécessaire pour lutter contre la criminalité, les émeutes et l'insurrection. Des décisions de justice ont imposé ce changement. La seule exception au Posse Comitatus est l'Insurrection Act de 1807 qui permet de fédéraliser la garde pour réprimer une rébellion interne. Donald Trump a plusieurs fois menacé les gouverneurs, disant qu'il invoquerait cette mesure s'ils refusaient d'appliquer les lois anti-immigration. Jusqu'à présent, il n'est pas allé jusqu'au bout. Sans surprise, déployer l'armée serait extrêmement risqué politiquement et nécessiterait une justification irréprochable de la Maison-Blanche. Actuellement, le président a renforcé les opérations des agences du département de la sécurité intérieure, usant de la force pour briser la résistance des États. Il garde l'intervention militaire en réserve pour une résistance organisée, voire armée, aux opérations de l'ICE et du département de la sécurité intérieure, ce qui lui donnerait la justification dont il a besoin. Minneapolis, Minnesota, a été choisi comme site pour une démonstration exemplaire de l'application des lois anti-immigration. C'est une ville gouvernée démocratiquement, relativement petite, avec un peu plus de 400 000 habitants, mais désignée comme ville sanctuaire, où les données des immigrés ne sont pas partagées avec les autorités fédérales et où les personnes sans papier ont accès aux services publics. Fait crucial, le gouverneur de longue date de l'État, Tim Walz, colistier de Kamala Harris, lors de la campagne de 2024, avait été accusé d'incompétence et d'avoir ignoré des rapports sur un détournement massif de fonds publics. Les accusations portaient sur des programmes sociaux frauduleux, comme des dispositifs de nutrition infantile qui auraient siphonné des centaines de millions, voire jusqu'à 9 milliards de dollars des caisses de l'État. Les autorités avaient arrêté près de 100 personnes liées au réseau de fraude, la majorité étant d'origine somalienne.
La région métropolitaine de Minneapolis-Saint-Paul abrite environ 100 000 résidents d'origine somalienne. Théoriquement, tout était parfaitement aligné. Un gouverneur compromis, une ville sanctuaire, une fraude à grande échelle, des migrants impliqués lorsque l'opération Metro Search a été lancée en décembre 2025. Trump a qualifié la communauté somalienne de déchets qu'il fallait jeter hors du pays. Il a évoqué la députée américano-somalienne controversée Ilhan Omar, liant les politiques démocrates à la criminalité des migrants. Au départ, plusieurs centaines d'agents ont été déployés, procédant à des dizaines d'arrestations chaque jour, visant principalement des criminels condamnés. Mais contrairement au récit officiel, les immigrés illégaux ne représentaient qu'une infime fraction de la communauté somalienne, seulement quelques centaines de personnes. À partir de la mi-décembre, les agents de l'ICE ont commencé à agir à l'aveugle, arrêtant des gens au hasard dans les rues, entrant dans les maisons sans raison. Les tensions sociales se sont enflammées presque immédiatement, dès le début de la nouvelle année. La situation au Minnesota se détériore encore davantage. Les 5 et 6 janvier, plus de 2000 agents supplémentaires arrivent en ville, faisant de l'opération Metro Surge la plus grande de l'histoire de l'agence. Le manque de professionnalisme des agents et la pression pour atteindre les quotas, quelles que soient les circonstances, conduisent vite à la tragédie. Le 7 janvier, un agent de l'ICE tue Renée Nicole Good, une femme américaine blanche de 37 ans. Malgré le froid glacial, les habitants descendent dans les rues pour protester contre la brutalité et l'impunité des forces de l'ordre. Les responsables locaux exigent que l'ICE quitte l'État. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, utilise à cet effet un langage carrément injurieux. Les citoyens sollicitent la police pour être protégés, mais la police est largement en infériorité numérique. Seulement 600 agents contre plusieurs milliers d'agents fédéraux. Le chaos s'intensifie. Trump ordonne à 1500 soldats de la 101e division aéroportée en Alaska de se préparer à être déployés dans la ville le 24 janvier. Un autre citoyen américain blanc est tué. La victime, Alex Praty, infirmier dans un hôpital local, a été abattu par un agent de la patrouille frontalière. Le gouverneur Tim Walz ordonne à la garde nationale d'intervenir, de sécuriser les bâtiments fédéraux, y compris les bureaux de l'ACE, et d'aider le bureau du shérif et la police à maintenir l'ordre public. Implicitement, cela signifie aussi protéger les résidents contre des actions illégales du personnel du DHS pour désamorcer la situation. Les soldats distribuaient des boissons chaudes et des beignets aux résidents. C'est une manœuvre préventive intelligente contre une possible fédéralisation par Trump. Au Congrès, l'opposition aux actions de la police grandit et unit démocrates et républicains. Les appels à des enquêtes crédibles sur les meurtres sont nombreux, et plusieurs procureurs démissionnent sous la pression et les tentatives de manipulation des procédures. Les démocrates menacent de bloquer le financement du ministère de la Justice, y compris l'augmentation du budget de l'ICE, ce qui pourrait entraîner une nouvelle fermeture du budget fédéral. Des appels sont lancés pour destituer Christine Noem, la secrétaire du DHS, et les autorités de l'État intentent un procès contre le gouvernement fédéral pour violation de la protection de la souveraineté des États prévue par le 10e amendement. Simultanément, Pam Bondi, la procureure générale, exige que le gouverneur Walz remette les registres d'inscription des électeurs et commence à coopérer avec l'ICE en abandonnant les politiques dites de ville sanctuaire. Elle soutient que sans une telle coopération, les opérations se poursuivront avec encore plus de vigueur. Elle nie les accusations contre les agents fédéraux, affirmant que les victimes étaient responsables. Praty a été accusé de terrorisme et de tentative de meurtre sur des agents fédéraux quelques heures après sa mort. Des récits similaires de soutien absolu à l'ICE ont été exprimés depuis début janvier par Noem, Greg Bovino, le chef de la patrouille frontalière, J.D. Vance et Donald Trump. Pendant ce temps, les enregistrements vidéo et les témoignages de témoins dans chaque cas montraient que les agents violaient toutes les procédures, manquaient de professionnalisme et tiraient sur des personnes. De plus, des citoyens américains, pas des immigrés. À la fin janvier, la situation au Minnesota voyait les troupes de la garde nationale s'opposer aux agents fédéraux, avec des manifestations menaçant de provoquer une confrontation directe. Le soutien à Donald Trump est tombé à un niveau record de 38%, son pire taux d'approbation de son second mandat, et le plus grand succès de son administration. La lutte contre l'immigration illégale s'était transformée en catastrophe. En moyenne, 60% des Américains s'opposaient aux méthodes de l'ICE
contre 40% qui les soutenaient. Et ce, à quelques mois des élections de mi-mandat. Le soutien républicain au Minnesota s'est effondré de façon si spectaculaire que les chances d'élection de leurs candidats sont devenues pratiquement nulles. Les démocrates ont une avance à 2 chiffres. Et donc, le 26 janvier, Donald Trump a brusquement changé de cap. D'abord, il a retiré sa défense des agents soutenant des enquêtes crédibles. Ensuite, il a parlé avec le gouverneur Tim Walz et le maire Frey, désamorçant les tensions entre l'État fédéral et l'État. Thomas Homan, le tsar de la frontière et vétéran de longue date de l'application des lois frontalières, a été envoyé au Minnesota, chargé de remettre de l'ordre dans les opérations chaotiques de l'État islamique. Le chef controversé de la patrouille frontalière, Greg Bovino, a été démis de son commandement opérationnel. Des agents doivent quitter le Minnesota pour que la police locale rétablisse l'ordre lors des manifestations. Pour l'instant, la situation semble se diriger vers une stabilisation, mais le problème de fond demeure. Pourquoi avons-nous d'abord évoqué le risque croissant de guerre civile ? La réponse n'est pas simple. Dans tout ce chaos, il ne s'agit pas vraiment du sort des immigrés. Sous l'administration de Barack Obama, environ 3 millions ont été expulsés. Le problème, ce ne sont pas les manifestations violentes, ni même les décès de citoyens américains aux mains des forces de l'ordre. Ce sont certes des questions graves. Mais vous souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les villes américaines en 2020 lorsque la mort de George Floyd a déclenché une véritable crise raciale ? Black Lives Matter a mobilisé des millions de personnes lors de manifestations, provoquant des émeutes, de nombreux incendies criminels et la destruction de biens publics. Fait intéressant, Tim Walz a également déployé des troupes de la garde à ce moment-là pour rétablir l'ordre, agissant contre les citoyens qui manifestaient. Aujourd'hui, sa position est inversée. Les gardes nationaux doivent protéger les résidents des actes illégaux des agents fédéraux. Est-ce du pur opportunisme ? De son côté, Walz ne cherche pas à être réélu, donc il n'a pas besoin de marquer des points politiques. Trump était aussi président à l'époque, même si le conflit ne le visait pas personnellement. Seule la police d'État a été critiquée, pas les agences fédérales. Le contexte compte. Lors de son second mandat, Donald Trump met directement en œuvre le plan du projet 2025 qui promeut la théorie de l'exécutif unitaire, accordant au président un pouvoir pratiquement illimité. Des opérations d'agence sans restriction, un contrôle direct sur les décisions de poursuite, le licenciement des dirigeants d'agences fédérales à volonté, l'ignorance du Congrès, le contournement des décisions de justice, une interprétation statutaire libre et étendue. Ce sont tous des éléments d'une stratégie globale visant à démanteler le système de freins et contrepoids constitutionnels conçu pour protéger les citoyens contre un gouvernement oppressif. Les opérations anti-immigration révèlent, à petite échelle, pourquoi les contraintes anti-autoritaires sont nécessaires. Les violations répétées des droits civils, l'imposition de décisions aux autorités des États et, en fin de compte, l'absence de responsabilité juridique pour les fonctionnaires fédéraux sape le système américain, menant vers l'abolition de l'état de droit. Pour l'instant, la démocratie américaine est défendue dans les tribunaux, où les juges annulent à plusieurs reprises les décrets présidentiels. Mais la bataille autour de l'expansion des pouvoirs présidentiels se poursuit. Le Congrès semble impuissant, et même si les républicains perdent les élections de mi-mandat, rien ne garantit que la situation changera. Le pays est dirigé par des décrets exécutifs, et contester la légitimité des élections pourrait signifier que la Maison-Blanche ne reconnaîtra pas les résultats futurs. Prenez en compte un autre facteur, le manque de professionnalisme de l'administration de Washington, qui privilégie la loyauté envers le président plutôt que la compétence, engendre le chaos et affaiblit les institutions de l'État. Cela conduit à des tragédies comme celle auxquelles on a assisté au Minnesota. Le cycle se répète sans fin dans la politique internationale. Nous l'avons observé lors des négociations avec la Russie et récemment dans le conflit destructeur concernant le Groenland. Cela ne changera pas parce que le style de gouvernance autoritaire de Donald Trump ne laisse aucune place à une correction de trajectoire lorsque la loi en vigueur cesse de limiter le pouvoir exécutif. La question de savoir s'il faut exécuter un ordre qui constitue un crime devient uniquement une affaire de conscience individuelle pour celui qui doit l'exécuter. Dans une situation où toute opinion dissidente est impitoyablement réprimée, où les responsables sont victimes de chantage et où les citoyens sont intimidés par des agences fédérales agissant en toute impunité, les actes de courage deviennent de plus en plus rares. Nous connaissons ce mécanisme grâce à l'histoire. Un jour, tôt ou tard,
Il pourrait y avoir une répression sanglante des manifestations sous le couvert de l'Insurrection Act. Et alors, une société qui valorise le second amendement pourrait prendre les armes. Une telle escalade serait extrêmement difficile à arrêter, surtout avec un président qui ne tolère aucune opposition à la tête du pays. Nous devrions donc voir les événements de Minneapolis ou Los Angeles dans le contexte d'un processus national plus large. Aucun de ces incidents, pris isolément, n'a le potentiel de déclencher une guerre civile. Mais l'ensemble du cycle, combiné au manque de professionnalisme, à la gouvernance autoritaire et à un conflit de plus en plus amer entre l'État et le gouvernement fédéral, possède effectivement ce potentiel. Nous assistons peut-être à une simple désescalade temporaire, mais d'autres conflits internes pourraient survenir dans les prochains mois. Observons-les de très près, en particulier en ce qui concerne les restrictions des droits civiques, car cet élément pourrait être l'étincelle ultime